Bonjour, alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui m'est cher, c'est comment continuer à apprendre avec l'ère des LLM et tous les outils qui arrivent en ce moment et depuis déjà 2-3 ans. Euh, L'idée en fait c'est vous aider à améliorer votre ancrage cognitif et globalement mieux apprendre. Voilà, c'est globalement l'intention de cette présentation et d'utiliser l'IA comme un outil et pas comme un ennemi. Je suis pas le genre de mec à vous dire l'IA c'est de la merde, ça sert à rien où il faut interdire l'IA aux élèves pour qu'ils puissent apprendre. Globalement, ça n'a aucune vertu pédagogique. Maintenant, pourquoi moi là, je suis là ce soir et pourquoi je vous parle de ça? Le point de départ de ma réflexion, c'est que je suis une personne multifacette. Ma première facette, il y a 2-3 ans, c'est que j'ai été élève à Polytechnique. J'ai passé un master en cybersécurité et c'était les débuts de ChatGPT. Donc j'ai été tenté globalement d'aller chercher les réponses. What you que? Vas-y, vraiment, tu me fais un petit peu ça. Ça devrait. C'est mieux. Ça devrait être mieux. Ok, nickel. Donc du coup, étudiant en Polytechnique, il y a 2-3 ans de ça, j'ai fait un master en cybersécurité et c'était les débuts de ChatGPT et consorts et je me suis dit, tiens, c'est chouette, ça va me permettre d'avoir un diplôme plus facilement. Puis à un moment donné, je me suis fait la réflexion de me dire, bah merde, en fait, cette facilité, est-ce qu'elle a un vrai avantage pour moi globalement? Et est-ce que les apprentissages que je vais en avoir, ils vont en rester en permanence? Parce que derrière, c'est d'avoir de l'employabilité et d'être sur le marché de l'emploi. Et donc, du coup, ça a commencé de là. Ensuite, l'autre côté, c'est que pendant que j'étais étudiant en Polytechnique, j'étais aussi enseignant à l'EPITA. Ça fait à peu près 10 ans que j'enseigne à l'EPITA en SIGL. Et bah, du coup, je vois des générations d'élèves passer. Et je vois la différence entre les élèves d'il y a 5 ans, 10 ans, puis les élèves qui sont sortis de cette année. Et je me suis dit, bah merde, il y a plein de petits problèmes, moi, en tant qu'enseignant. Je parle pas des élèves, hein, mais en tant qu'enseignant, j'aimerais transmettre un savoir, une connaissance, puis j'ai l'impression que la persistance n'existe plus. Et en fait, il n'y a plus vraiment de difficulté qui vous fait progresser. Et ça m'a vraiment ennuyé. Le dernier point, c'est que je suis le père de 2 enfants. Euh, et du coup, ils sont petits, 7 et 3 ans. Et moi, je me projette, quand j'avais leur âge, bah, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Internet. Et j'ai vu tous ces trucs-là arriver, progresser. Et à chaque ère et à chaque nouvelle vague, on nous disait, bah, en fait, ça va pas marcher, c'est de la merde. Et tout le monde était en mode hantise et en blocage direct. Et moi, j'aimerais les accompagner dans leur scolarité et dans leur apprentissage. Et c'est des outils qui vont manipuler, bah, du coup, dès la fin de la primaire, dès le collège, et potentiellement à la fin du lycée, quoi. Et globalement, j'aime apprendre, je suis un curieux de la vie. Donc globalement, j'aime bouquiner, j'aime apprendre, j'aime lire, j'aime écouter des vidéos. Et l'apprentissage, globalement, ça fait partie enfin, c'est vraiment une partie intégrante de ma vie. Du coup, on va parler de quoi? Première partie, comment fonctionne l'apprentissage? Il y a des mécanismes biologiques. Donc, on va aborder ce sujet-là. Ça va être la partie un peu pompante, mais nécessaire pour comprendre pourquoi je vous casse les pieds. La deuxième partie, c'est le danger de l'usage des LLM. Ça a été démontré de manière scientifique. Et du coup, on va essayer d'explorer un petit peu tout ça. Et moi, j'arrive, je ne dis pas qu'il y a un problème sans apporter de solution, donc je vais vous apporter 2-3 solutions. Et normalement, ces solutions-là, vous les connaissez peut-être déjà en partie. L'idée, c'est qu'on a un échange ensemble. Et moi, j'ai une question. Je vois qu'on est hyper nombreux, on est à moins 260. L'avantage, c'est que personne ne peut vérifier. Euh, et globalement, vous, pourquoi vous êtes venus là? Alors, je vais répéter à votre pour ceux qui seraient à distance. Parce qu'il fait chaud. Ok, parce qu'il fait chaud. Il y a des gens qui disent parce qu'il fait chaud. Est-ce qu'il y a un intérêt, une partie qui vous intéresse plus parmi les trois? Est-ce que c'est comment ça fonctionne dans le cerveau? Quel problème ça peut avoir ou les solutions qui vous intéressent? Merci. Comment ça fonctionne dans le cerveau? Ok, très bien. Donc, je vais essayer de appuyer un peu cette partie-là. Tu avais levé la main, dis-moi. Les trois? Eh ben, écoute, c'est très bien. Les trois vont être abordés ce soir. Mais voilà, du coup, en fait, l'idée, c'est que moi, je prenne la température un peu de la salle pour appuyer ou pas sur certaines anecdotes, certains faits ou certains propos. Globalement, j'ai pas envie de parler pendant une demi-heure, 45 minutes tout seul. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. C'est un échange, quoi. Je suis pas là pour déblatérer. Donc, le cerveau, clairement, le titre est putaclic. Je suis pas là pour vous expliquer comment ça fonctionne un cerveau, mais plutôt comment fonctionne l'apprentissage. Alors, quand vous regardez la théorie de l'apprentissage, les neurosciences, des choses comme ça, il y a 250 000 modèles qui existent sur comment les gens apprennent. Donc, sachez que je ne vais pas aborder les 250 000 manières d'apprendre. Je me suis basé que sur une seule, parce que j'ai pas envie de modéliser 250 000 manières de faire. Et cette manière de faire, elle est simple, elle se décompose en deux parties principalement axées sur la mémoire. La première mémoire, c'est la mémoire déclarative, c'est le savoir que. C'est
concerne tous les faits et tous les concepts, c'est globalement la connaissance de savoir comment fonctionne l'algorithme de tri, comment savoir changer un pneu d'une bagnole. Ok, vous avez déjà tous vu quelqu'un le faire, vous savez comment le faire, mais est-ce que vous l'avez déjà fait? Du coup, c'est pour ça qu'on a la mémoire procédurale qui vient derrière, qui est globalement le savoir-faire. Régit les compétences et les automatismes, et globalement, c'est la capacité, vous, à implémenter cet algorithme de tri. Et c'est une fois vous avez vu comment on faisait, et la mémoire vous rappelle comment on faisait, vous avez la mémoire du geste et de la pratique qui vous rappelle la fois où vous allez changer ce fameux pneu de bagnole. L'ancrage pédagogique, c'est la pratique, et c'est le pont entre ces deux mémoires-là. Donc ça, c'est le modèle sur lequel je vais me baser pour la suite de la présentation. Maintenant qu'on s'est dit qu'il nous fallait 2 pieds pour avancer, le côté le savoir-faire et le côté le pur savoir, comment on fait pour que ce truc-là il soit ancré dans le temps? Et là, pareil, il y a 2 mécanismes. Donc là, tous ceux qui sont fans des recherches, n'hésitez pas à aller rechercher des informations complémentaires là-dessus. Il y a Robert Bjork qui a écrit un truc sur la difficulté désirable. Et la difficulté désirable, c'est globalement de se dire qu'en fait, il faut en chier pour arriver à imprimer quelque chose correctement dans sa tête de manière durable. Et qu'en gros, tout ce qui nous semble en fait ralentir notre acquisition à court terme sont en fait des mécanismes qui vous permettent de les ancrer à long terme. Moi, je le vois avec notamment un de mes fils où on est en train de faire l'acquisition de la lecture. C'est difficile. Le déchiffrage syllabique, des choses comme ça, c'est compliqué. Vous vous en rappelez peut-être plus parce que ça fait longtemps que vous savez lire. Mais du coup, je sais qu'il va s'ancrer en permanence ce truc-là dans sa vie et dans le temps. Le deuxième effet, c'est l'échec productif. Là, du coup, c'est Manu Kapur. Donc, vous pouvez regarder, c'est 2 neuroscientifiques qui ont fait pas mal d'études. Lui, en gros, il a regardé une cohorte, il a fait 2 études différentes. Et en gros, il a exposé les gens en mode essayez de résoudre ce problème-là sans avoir l'acquisition de la théorie avant. D'accord ? Et l'autre côté, il leur a dit je vous donne toute la théorie d'abord, et ensuite vous essayez d'apprendre le problème. Et globalement, il a vu qu'il y avait un effet du coup de 40%. En fait, 40% de plus de persistance de l'information était dans la cohorte d'élèves qui, en fait, n'avaient pas d'abord le savoir théorique. C'est-à-dire que globalement, jeter un gamin dans la piscine sans qu'il sache nager, il apprendra plus vite à nager. Alors globalement, je vous déconseille de faire ça, notamment à distance, ne faites pas ça avec vos enfants, vos amis. Hein. Mais l'idée, c'est que, et ça, moi, je l'ai vécu avec mes élèves ICGL, donc il y en a 2 qui sont là, qui pourront peut-être en attester. Moi, j'ai cette philosophie de me dire que je donne aucune indication, je laisse un bac à sable énorme. Ça frustre énormément les élèves, ce qui font qu'ils se prennent parfois des tollés énormes lors des premières soutenances. C'est hyper désagréable parce que, ouais, mais moi, je voulais donner la bonne réponse, je voulais la meilleure réponse, et en fait, vous ne nous avez pas guidé sur la manière de faire les choses. Cette année, on avait un truc qui s'appelait les exigences logicielles, qualité logicielle. Il devait en fait définir qu'est-ce qui était une belle stack. Tout le monde y allait avec ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, tout ça, aller chercher des informations. Ok, il y a eu plein de restitutions d'informations, mais globalement, en fait, personne n'a donné un truc satisfaisant globalement. Donc, je les ai laissés tous se confronter à ces difficultés-là, prendre ce mur, en fait. Si t'es pas violent, je n'ai pas non plus été méchant, tu peux en attester. Si, ça va, oui. Non, oui, ok. Moi, c'est mitigé apparemment dans la salle. En tout cas, l'expérience est encore fraîche. Et du coup, ça sera peut-être ancré dans le temps, dans 2-3 ans. Moi, ce que j'espère, c'est que dans 2-3 ans, une fois que j'ai donné cette réponse il y a des normes qui existent, il y a une manière de faire et c'est celle-ci. Et du coup, j'espère que dans 2-3 ans, ils se rappelleront j'ai une stack à choisir, il y a des outils pour le faire et il y a une bonne manière de faire. Et en fait, de se confronter à une difficulté, c'est la meilleure manière d'ancrer quelque chose. Et ça, je ne sais pas comment mieux vous l'exprimer. Est-ce que vous avez déjà été confronté à une difficulté réelle, il y a peut-être 2-3 ans de ça, ou pas du tout? Genre, vous savez, maintenant vous êtes une personne, il n'y a plus aucun problème, tout va bien. Ah, dis-moi. Alors, sache que j'ai posé la question et plusieurs fois on m'a répondu non. Qu'en fait, non, il y a des gens qui ne se cassent plus la tête. C'est un fait, hein, vraiment, je te le promets. Du coup, je suis content qu'il reste encore des gens dans ça. Mais du coup, tu vois, c'est quoi la dernière fois que tu t'es cassé un peu la tête sur un problème? Ah bah très bien, aujourd'hui, c'est tout frais, c'est super. Et tu peux nous donner un petit peu l'exemple ou pas? Et je te promets, je te fais la promesse parce que j'ai une petite anecdote là-dessus, que dans 10 ans, tu te rappelleras la manière dont tu as résolu le problème. Ah, c'est sûr. Et juste pour la petite anecdote, c'est que moi, il y a 15 ans de ça, j'étais aussi en stage de fin d'études. Réseau social, comparaison point à point.
de 2 individus, il faut connaître leur distance. Base de données de millions de personnes. Je ne vais pas m'amuser à stocker toutes les différences de distance entre les gens, sachant qu'elles peuvent être mises à jour instantanément. Donc du coup, petite solution algorithmique où en fait, on fait tout simplement un tri avec un petit where, un petit delta, et on fait ces calculs sur une cinquantaine de personnes. Tu vois, alors là, je vous fais la version très vulgaire, mais ce truc-là, j'ai bouffé peut-être une journée à réfléchir sur comment le faire pour ne pas bouffer de ressources, optimiser les coûts et le stockage, et 15 ans après, je m'en rappelle encore, quoi. Et le fait de déléguer toute cette réflexion-là à un outil fait que demain, vous allez moins rebondir sur vos pieds, vous allez être moins réactif. Et attendre la réponse parfois d'outils comme GPT, Mistral ou Claude, c'est compliqué quand on est dans une situation de crise, quoi. La responsabilité, elle va être où? Elle va être dans vos mains parce que vous avez écrit le mauvais prompt, ou elle va être dans les mains de l'outil que vous avez utilisé. Est-ce que tu veux qu'on change? Micro. Non, c'est bon, c'est OK. OK, très bien. Et du coup, moi, il y a un paradoxe que je vois vraiment avec mes élèves, et il a été décrit en 2019 par Harvard, donc pareil, c'est sourcé, vous pourrez aller vérifier. C'est que globalement, les élèves, en fait, qui galèrent, en fait, l'effort cognitif, quand il est compliqué, on a l'impression qu'on surmonte un truc qui est hyper difficile et qu'on est mal en train d'apprendre. C'est-à-dire que moi, je le vois globalement avec des étudiants que j'accompagne. En fait, les étudiants qui se tirent les cheveux, qui se roulent en boule par terre, je vois, ils sont en mode galère, mais comme je galère, c'est parce que j'arrive pas à retenir quelque chose ou que j'arrive pas à apprendre. Et en fait, il y a deux trucs qui se cachent derrière. C'est un, l'effet de performance. On vous demande d'être performant et du coup, vous avez peur de ne pas être performant potentiellement. Et deux, parce que votre scolarité est basée principalement sur la mémoire. On vous demande de réciter des poésies, on vous demande d'apprendre par cœur des leçons de français, mais de pas d'en comprendre les fondations et les fondements. Et donc, du coup, quand on a du mal à apprendre, quand on a du mal à faire de la rétention, et du coup, on a du mal à faire de la restitution et on a l'impression de mal apprendre. Et le problème des LLM, c'est qu'en fait, ça vous facilite trop la vie. Donc en fait, on se dit « Waouh, j'apprends plein de trucs parce que je suis en train de questionner le monde, j'ai la réponse instantanée, la réponse, elle est construite. » Et en fait, je ne vous parle pas du fait qu'elle soit fausse ou vraie, cette réponse. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assez intelligent pour aller faire des multi-sources, il y a des techniques de prompt qui vous permettent d'interroger et tout ça. En fait, le vrai danger, c'est que la persistance de l'information, elle est hyper éphémère. J'ai fait un test cette année, je me sers souvent de mes élèves comme cobaye, à leur grand regret. On a fait une petite expérience sur le machine learning et le deep learning. J'aurais présenté des slides en début de cours, avec la réponse à toutes les questions qui allaient venir. À la fin du cours, ils avaient le droit à tous les outils de LLM existants pour pouvoir faire leur snake. Et je leur ai demandé de faire répondre à un QCM. Il y a des questions où globalement la réponse était dans le slide 3 heures avant. Ils avaient manipulé cela toute la soirée. Il y a globalement un tiers à 45% des élèves qui étaient incapables de répondre à un QCM la bonne réponse. Parce que j'avais changé la stratégie qui était la réponse la plus longue n'est pas la bonne réponse. Il fallait pas que je le dise sur YouTube, désolé. Non, en fait, il a surtout une contrainte. Oui, vas-y. De dire qu'on a 1 minute pour répondre à 10 questions. Et du coup, fallait en fait, oui, alors du coup, quelqu'un a dit, je sais pas si on t'a entendu, mais du coup, quelqu'un a dit à distance, vas-y, répète ce que tu viens de dire. J'en profite pour. Une des contraintes était qu'on avait 1 minute. Attends, vas-y. Tu me dis, j'ai l'impression de m'entendre parler. Bon, le verre réagit. Le verre frétille. Vas-y. Donc la régie est en train d'installer le micro pour le public. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont à distance qui ne le voient pas. Donc ça fait un peu commentaire. Il y a une partie des CGL qui vont regarder à distance. C'est vrai? Oh merde. Oui, il a eu. Celui-là, il fonctionne pour la salle en tout cas, ouais. Et donc du coup, une des contraintes était que sur ce QCM, on avait 1 minute pour répondre à une dizaine de questions. Donc le but était d'aller vite et de ne pas trop réfléchir. Et effectivement, on est peut-être revenu sur nos bases et de dire la réponse la plus longue est possiblement la bonne. Oui, parce que j'ai été élève avant vous, je connais les strats. Mais en fait, surtout que les questions étaient vraiment très bateaux. Il n'y avait pas de grosses difficultés dans les questions. Et que derrière, moi, je voulais juste vérifier un truc, c'est que en fait, est-ce que ces béquilles que sont LLM, est-ce qu'elles aident à la persistance de l'information? La réponse était non, mais je voulais quand même vérifier en vrai, même si l'expérience ne vaut rien parce qu'il n'y a pas eu de démarche scientifique, mais ça me permet un peu d'expérimenter, mais surtout de faire vivre ça aux élèves.
Parce que tant que vous ne vivez pas quelque chose, c'est difficile de l'imprégner et de le prendre en compte. Donc du coup, les élèves globalement, ils interprètent souvent l'effort comme un signe de mauvais apprentissage, alors que c'est tout l'inverse. Et les LEM sont séduisants parce que ça remplace l'effort par la fluidité artificielle et masque un apprentissage réel. Moi, je vous dirais un truc, j'ai une orthographe catastrophique et une grammaire approximative. C'est vraiment. Et du coup, moi, quand j'ai vu ces outils apparaître, j'ai pleuré de joie. Parce que globalement, mes tournures de phrases, des fois, il manque même des verbes. Et oui, j'exagère peut-être un peu. Mais le fait de pouvoir avoir quelqu'un qui fasse ma relecture, ça me soulage d'un point cognitif, c'est super. Mais est-ce que mon orthographe et ma grammaire va être améliorée? Je pense pas. Alors j'ai la chance, c'est qu'à l'oral, ça se masque, mais à l'écrit, ça se masque pas, quoi. Donc, ce qui est cool, c'est que maintenant, écrire un mail, au lieu de prendre 15 minutes, ça m'en prend 3. Je suis content, j'ai cette décharge cognitive, mais ça ne va pas m'aider à mieux apprendre. Maintenant, je suis vieux, est-ce qu'on apprend encore à mon âge? Oui, c'est vrai, je préfère un effort. Mais voilà, donc du coup, c'est un petit peu l'expérience que je voulais donner par rapport à ça. Donc maintenant, on a expliqué un petit peu comment fonctionnait le cerveau, comment faire pour bien apprendre, en gros, quelle était la biologie qu'il y avait derrière. En résumé, c'est l'effort qui fonctionne, la mémoire théorique, mais la mémoire de la pratique, c'est ces ensembles qui fonctionnent. En quoi les LM sont un vrai danger, notamment pour vous en tant qu'étudiant, et même en tant qu'enseignant. Cette présentation elle est déclinée d'ailleurs en 3 parties. Je vous fais la partie ce soir prof, mais aussi une petite partie enseignant. Comme ça, vous allez pouvoir faire, on va dire, embêter vos enseignants pour qu'ils mettent en place notamment certaines choses, mais aussi disponible pour les institutions de manière générale pour en fait diffuser une information. Donc le danger, alors globalement, j'ai mis en sous-titre en vrai IAR, ça passe, parce qu'il n'y a pas non plus de danger, il n'y a pas mort d'homme. Je pense que c'est une nouvelle truc qui arrive, il faut prendre la vague, il y a des choses qui vont disparaître, des choses qui vont apparaître, il faut laisser le truc émerger. Donc comment ça fonctionne? Il y a un court-circuit de l'apprentissage, comme je vous l'ai expliqué à cause d'il y a. Premier truc, traitement superficiel. L'étudiant, alors quand je dis l'étudiant, c'est moi aussi, quand je tape ma phrase et que je me la fais corriger, obtient une réponse sans engager de consolidation neuronale. Donc du coup, le risque de l'encodage dans la mémoire, il est hyper faible. Contournement, Logi, il agit comme une boîte noire, l'étudiant n'apprend pas de ses erreurs car il n'en fait pas. Et ça, c'est un truc qui m'a rendu fou cette année. Et c'est la première année où je vois ça. Quand je demande aux élèves sur quelle erreur vous avez vraiment buté et qu'est-ce que vous avez appris derrière la résolution de cette erreur-là, c'est la première année où j'ai 99% des groupes qui me répondent on n'a pas eu de problème. Sauf les gens qui ont choisi de faire du Rust. Ça, ils ont eu des vrais problèmes. Non mais, je dis la vérité. Il y a des témoins dans la salle. Normalement, la vérité est là. Mais du coup, ouais, en fait, il y a plus ce truc-là d'en chier et d'apprendre en ayant cette difficulté-là. Oh, mince, on va peut-être se faire censurer sur YouTube. Non, c'est vrai. Non, c'est bon. Bon, ça va alors. C'est déjà fait. Et le dernier point, c'est la dépendance. Et ça, je vous en ai parlé. C'est l'incapacité croissante à résoudre des problèmes de manière indépendante. En gros, on ne veut plus réfléchir derrière. Et moi, je sais que je fais attention à ce problème-là parce que je l'ai conscientisé. Mais que globalement, moi, je vois qu'il y a pas mal de gens dans mon entourage, quand ils ont un problème, c'est et j'interroge Gemini derrière, j'interroge ChatGPT. En fait, il n'y a plus de je vais essayer de réfléchir 3 secondes à quel est mon problème, quelle solution je vais avoir, et voilà quoi. Alors, je continue. J'espère que ce problème de micro va être résolu pour les suivants. Le dernier point, enfin pas le dernier point, mais en tout cas un autre danger qu'il va y avoir, c'est le paradoxe du succès. Et ça, c'est vraiment le piège redoutable mis en avant par l'étude d'Harvard. Une haute performance durant l'entraînement n'implique pas un apprentissage élevé. En fait, les stratégies qui vont maximiser la performance vont souvent inhiber l'apprentissage. Donc ça, c'est une traduction de ce qu'a dit Bjork. Et en fait, globalement, dans l'entraînement, moi je l'ai vu sur mon permis moto, en fait, on me faisait des couloirs plus petits, des virages plus serrés. Du coup, lors de l'épreuve, j'ai pu en fait faire plus aisément les choses. Je vois des gens quand ils font de la natation, par exemple, quand ils font le départ en plongée, à l'entraînement, on les déséquilibre pour en fait justement que le jour de la compétition, ils n'aient pas ce déséquilibre-là et ils partent droit. Donc tout ça pour dire que globalement, il faut que votre entraînement, donc du coup quand vous allez commencer à apprendre, soit difficile pour ancrer en mieux les compétences pour que le jour J où vous en avez besoin, il n'y a pas de problème à faire la restitution. Est-ce que vous avez déjà constaté ça ou pas dans la vie? Ça peut être même dans la vie sportive, la vie associative, ou même musicalement. Personne n'a jamais rencontré ça? Le fait d'en chier, par exemple, les gens qui font de la musique, le fait d'en chier lorsqu'on fait de la musique, juste de synchroniser, avoir le tic, tu vois, qui sonne, le métronome,
Puis d'arriver le jour du concert, en fait, c'est fluide parce qu'à l'entraînement, on en a chié, quoi. C'était pas facile. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les problèmes complexes sont résolus en quelques secondes. La lutte essentielle à l'apprentissage a disparu. Et on fait une déconnexion entre la performance et la rotation à long terme. C'est la première fois où moi je demande aux élèves globalement combien vous pensez avoir gagné de temps grâce à tous ces outils-là. Tout le monde me répond entre 4 et 10 fois plus, moins de temps pour faire la même chose, quoi. Et avec potentiellement une meilleure qualité. Donc en termes de performance pure, je suis dans un monde d'entreprise, je suis content parce que les mecs me sortent des trucs 4 fois plus rapidement avec un petit peu plus de qualité. C'est génial. Mais derrière, vous êtes juste des assistants, quoi. En fait, vous faites que de cracher du code. Alors, je parle pas que de code, mais je parle d'une autre chose. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, vous avez rien appris. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là qui feront pas l'effort d'apprendre ce qui se passe? S'ils veulent devenir experts, ils vont rencontrer des plus vieux barbus qui, eux, n'ont pas besoin de ces outils-là. Et dans une discussion, sans leur LLM dans la poche, c'est compliqué. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Donc, globalement, vous avez gagné, mais à quel prix? Voilà, c'est le truc que moi, je vous ressors par rapport à ça. Je fais partie d'une génération où on m'avait dit à l'époque, tu n'auras pas une calculette dans ta poche, il faut que tu sois fort en calcul mental. Bon, maintenant, on a un téléphone. Dans le creux de la main, on a toute la puissance du monde entier. C'est vrai. Mais quand j'ai besoin de calculer la réduction, quand je vais acheter un truc à la caisse, je n'ai pas besoin de sortir mon téléphone, je suis capable de le faire de tête. C'est quand même plus confortable dans la vie, quoi, d'avoir la maîtrise de ces outils-là. Le vrai danger, c'est la décharge cognitive. Ça, c'est indéniable. L'acte d'utiliser des aides externes pour accomplir des tâches cognitives et réduire l'effort mental, ça va avoir deux aspects. Le premier, c'est le côté amplificateur. Gérer la charge superflue, ça va libérer la pensée. Et ça, c'est chouette et c'est comme ça que vous devez l'utiliser. Est-ce que vous avez des exemples dans votre vie où en fait tous ces outils-là, ça vous a permis de vous amplifier? Après, moi, j'ai des exemples au pire. Alors, l'exemple viendra juste après. Mais du coup, je donnerai l'exemple après. Inhibiteur, donc du coup, ça crée une dépendance et vous ne pouvez plus exécuter des tâches sans aide. Est-ce que ça, du coup, par contre, vous l'avez subi? Non, dis-moi. J'ai enfin trouvé mon idée pour le premier. Ah, merci, c'est bien. Des tâches justement où tu n'as pas besoin d'être très précis ou très bon, genre faire un budget à peu près, des trucs comme ça. Ok, ouais. Une estimation de budget à peu près. Je répète pour à distance, ok. Ouais. C'est le genre de truc que je fais quand je dois faire un truc à peu près vite fait. Une sorte de POC, un prototype pour voir si tu vas taper dans le juste ou pas. Donc, du coup, pour toi, tu es dans l'amplification. Là, ouais. Ok, très bien. Un exemple que j'aurais, pour le premier, pour le coup, un exemple que j'aurais, c'est il y a pas longtemps, pour le stage, j'avais dû implémenter un papier de recherche et il y avait besoin d'aller chercher de la donnée dans genre 12 papiers différents parce que certains détails ne sont pas spécifiés, on rapporte à un autre papier. Et pour le coup, étant donné que j'avais absolument pas le temps de lire autant de littérature, juste j'ai donné toute la littérature à un je sais plus quel agent et je lui ai demandé tel truc, détaille-moi en allant chercher dans le papier en me disant c'est quoi, genre qu'est-ce que ça veut dire tel terme. Ah, ok, c'était pour une définition d'un terme, pas pour l'implémentation. Non, pas du tout, c'était pour le vocabulaire, pour choper tout le vocabulaire, pour comprendre de quoi il s'agissait. Et ensuite, du coup, ça m'a permis d'implémenter le truc plus rapidement parce que j'avais tout le vocabulaire qui me manquait. Ok, ça, c'est un bon usage d'amplification. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça va pas être loin non plus de ce que j'ai dit. Alors, dis-moi au fond. Oui, ça arrive. Et du coup, pour continuer par rapport à ce que tu dis, ouais, clairement, c'est un bon usage d'amplification. Je l'ai utilisé, moi, notamment pour faire ce jeu de slide-là, où il y avait énormément de papiers de recherche, perdu dans énormément de données, mis bout à bout, ça faisait plus de 100 pages de documentation, surtout de recherche formelle. Et la recherche formelle, c'est pas forcément fait pour être lu, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, par contre, tu as des outils maintenant qui te permettent de dire, cette partie-là, qu'est-ce que ça signifie? Rapporte-le-moi dans un contexte qui est proche du mien, et très très bonne façon de l'utiliser, ouais. Dans le contexte des amplificateurs également, pour les premières années où il y avait du coup la sortie des premiers modèles linguistiques, il n'y avait pas encore les agents pour faire du code, etc. Je me servais souvent des LLM pour formater ma pensée. Par exemple, dans des mails. Ouais. Dans les mails, j'aime bien juste me concentrer sur qu'est-ce que j'ai envie de transmettre dans le mail, qu'est-ce que je demande, quels sont les points que j'ai envie de dire. Et derrière, le formatage se fait à la personne qui m'adresse, que ce soit supprimer le point d'info, que la structure soit bonne, ce genre de choses, un peu laisser à un LM en lui donnant complètement toutes les informations que j'ai envie de paraître et de simplement formater tout ça. Ça me donne un bon
Sur l'essentiel. Je veux passer sans me préoccuper des détails après. Ouais, clairement, c'est une bonne manière de faire. Donc, je répète, au cas où ça n'aurait pas été forcément. Ça a été introduit à distance, je pense. Moyen, ouais. Donc, du coup, non, mais c'est pas de ta faute, t'inquiète pas. Donc, en gros, à distance, l'idée, c'est de donner un maximum d'informations sur le contexte, de donner l'intention qu'il y a derrière, pour que globalement, il te reste issu derrière un compte rendu, un mail, une information, pour qu'elle soit rédigée de manière optimale à ce que l'interlocuteur perçoive l'information que tu voulais donner, peut-être là où tu n'es pas forcément à l'aise. Et donc, du coup, en termes d'amplification, on est sur une bonne démarche. Mais du coup, à quel point tu es dépendant de l'outil? Est-ce que demain, tu es capable de le faire, ce truc-là, tout seul, avec plus de temps? Et du coup, à la fin, je dois toujours envoyer des mails et il ne faut pas faire une jolie forme de mail. Ok, ouais. Donc, on est peut-être du coup sur un entre-deux. Tu vois, en effet, cette charge elle est superflue dans ton activité au quotidien, donc c'est pas très important. Tu as un message essentiel à faire passer, mais tu as peut-être encore quelque chose à apprendre sur la manière de faire passer un mail. Mais du coup, ok. Je passe la petite référence rapide. Du coup, l'impact, globalement, ça c'est un truc, et c'est pour ça que je suis content de faire cette présentation ce soir, et notamment pour les CG à la distance. C'est que globalement, les bons vont rester bons, voire même très bons, et les moins bons vont rester moins bons, voire plus mauvais. C'est aussi pour moi un des dangers qu'il y a avec les LLM. La décharge d'une tâche maîtrisée, comme la rédaction que peut devenir un mail, comme globalement, comme tu l'as dit, tu sais lire un papier, mais tu vas mettre beaucoup de temps à l'ingérer et à le comprendre, bah, tu es dans une amplification cognitive, quoi. Et du coup, il n'y a pas de problème là-dessus parce que tu es en train de te dire, ouais, ça c'est la routine pour moi, je m'en abstrais, je veux gagner du temps. Et par contre, le novice, derrière, bah, il y a une tâche qu'on doit maîtriser. Rappelez-vous, hein, le savoir et le savoir-faire. Mais du coup, on est en train de faire une atrophie cognitive et on est en train d'empêcher cette formation et l'information de rentrer. Et là, je vais vous donner des informations que j'ai récupérées du coup ce matin, qui ne sont pas les plus joyeuses, mais du coup, avec l'arrivée de nos LLM en masse, l'IDC nous annonce qu'on prévoit moins 66% d'embauche l'année prochaine sur tout ce qui est entry level. Donc, c'est un truc qui est tombé ce matin, c'est que globalement, dans toutes les entreprises, quand on cherche des jobs entry level, donc sortie de master, il y a moins 66% de postes qui seront ouverts dans le monde. Alors, dans le monde, ce n'est pas que l'Europe, hein, il y a aussi en Inde, aux États-Unis. Donc, c'est la partie pas cool. Oui? Oui, alors, c'est pas dû qu'à ça, je suis d'accord. Bah, surtout, est-ce que c'est pas juste les dirigeants de boîtes qui sont en mode « Ah, c'est l'IA, c'est super », au même titre qu'ils faisaient la même chose pour la crypto. Ils vont se rendre compte qu'en vrai, se passer de gens qui savent écrire du code correctement, enfin là je parle d'écrire du code parce que c'est ce qu'on fait, mais en vrai c'est valable pour tout. C'est valable pour tous les métiers, on a besoin de ça fonctionne pas parce qu'il faut quand même quelqu'un qui comprend ce qu'il fait derrière. Et surtout, truc débile, mais genre étant donné que l'IA ça tape dans le code moyen et qu'en règle générale, même avant l'IA, le code moyen était mauvais. Oui, je suis d'accord. Du coup, écrire du code très bon, l'IA, elle ne saura pas faire parce qu'elle a commencé à bouffer son propre code étant donné que tout le monde va faire du vibe coding. Et puis, en fait, il y a aussi la problématique de gérer du legacy. Parce que 99% de l'activité, quand tu rentres dans le monde de l'entreprise, c'est de gérer du legacy. Il y a très peu de personnes qui vont arriver à faire un truc from scratch. Donc, en vrai, ça va peut-être. Alors, c'est peut-être vrai pour les 2 prochaines années. Les juniors, on va galérer à trouver des tafs. Enfin, on peut potentiellement, dans certaines boîtes, galérer plus qu'à d'habitude. Mais en vrai, ça va péter. En fait, ce qui est très beau, ce que tu dis, c'est que c'était ce que je voulais dire comme message à la fin. Donc moi, ça me va complètement. Et puis globalement, le moins 66%, il est un peu plus tactique. Parce que globalement, il se base sur une étude déclarative. Donc, ce n'est pas une étude factuelle. On est quand même sur une projection de 2026. Et c'est sur les métiers aujourd'hui très impactés par l'IA. Donc, il y a les métiers UI, UX, artistique et développement qui sont compris. Donc, il y a aussi ce côté pure niche où, en fait, on utilise déjà beaucoup ces outils-là. Et en effet, il faudra peut-être 1 an ou 2. Il y a aussi le contexte économique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins 66% sur les entry level, mais aussi peut-être très certainement moins 30% sur les médiums et peut-être moins 20% sur les seniors, tu vois. Donc là, c'est un peu le plus technique, mais je voulais te donner un message d'espoir. Tu l'as fait pour moi. C'est très gentil. Je peux te rajouter un message d'espoir. Ouais, vas-y. C'est beau. Plus une opinion de ma part. Mais ouais, c'est bien. Je pense que je vais dans tout sens en disant que si jamais on n'embauche pas les novices qui apprennent à faire du code, qui potentiellement font des erreurs, qui coûtent des sous, tu ne génères pas de seniors. C'est beau ce que tu dis, mais est-ce que les entreprises en ont conscience? Voilà. Alors, pas encore. Un jour, quelqu'un m'a dit quel est le bon moment pour planter un arbre quand j'ai besoin de l'ombre cet été? C'était il y a 10 ans. Du coup, quel est le deuxième meilleur moment? C'est maintenant. Et du coup, on met parfois 10 ans à s'apercevoir que planter l'arbre, c'était il y a 10 ans. C'était un peu philosophique, mais je pense que vous avez compris le truc.
Et en fait, il y a des entreprises, dans les contextes économiques, qui préfèrent fermer les embauches pendant 10 ans, ce qui fait qu'il y a un gap générationnel de fou. Les mecs arrivent, en fait, les gens n'arrivent même plus à se parler. Mais toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Et c'est notamment, alors les élèves le savent que je ne porte pas dans mon cœur forcément les ESN, mais je trouve que les ESN ont cette bonne stratégie. Non, mais ont cette bonne stratégie de se dire que, en fait, on capitalise sur des entry level pour les garder le plus longtemps possible. Oui. Non, mais... S'il y a bien un type d'entreprise qui va arrêter d'embaucher des juniors pour les remplacer par de l'IA, c'est vraiment les ESN, non? Je sais pas, justement. Je confirme. Tu confirmes? Bon, ouais. Désolé pour... désolé, du coup, on confirme à distance que les ESN, finalement, c'est pas un aussi bon espoir. Donc, du coup, je les porte dans mon cœur, parce qu'on est quand même enregistré. Pour te donner un exemple, en gros, le problème, c'est le client derrière. Oui. Le client, nous, ce qui a été dit, en gros, c'est que le client, il veut pas qu'on mette les gens à l'école chez le client, tu vois. Oui. Et si le client, il a décidé de réduire ses coûts en mettant de l'IA sur les entry level, il s'attend à ce que, moi je prends l'exemple d'Accenture, fasse la même chose. Et Accenture a switch la politique de recrutement. Entre 70% de juniors, 30% de seniors. Maintenant, c'est 60% de seniors, 40% de juniors. Ok. Mais là, cette année. En tout cas, les ESN peuvent être un espoir. Ils nous écoutent pas. Plus tard. Non, ils nous écoutent pas. Ok, très bien. Et du coup, non, mais après, je pense que par contre, la plus réaliste, c'est celle de Stanford où on parle de moins 13% déjà constaté. Mais est-ce que c'est dû à une crise économique ou est-ce que c'est dû à l'arrivée? On ne sait pas en fait quel est le lien entre la corrélation et la cause à effet. Et du coup, derrière, voilà, carrément l'Institute of Student Employer. Donc là, c'est basé sur les étudiants sortis d'école où on a un violent moins 46% cette année. Et donc du coup, vous faites partie malheureusement de cette stratégie d'économie d'échelle, on va dire ça comme ça. Donc du coup, les solutions. Donc il y a eu un beau message d'espoir. C'est vrai que comme toutes les tempêtes, ça va finir par passer. Et du coup, c'est le temps d'acquérir des compétences et des solutions pour essayer d'être au-dessus de la vague. Il y a deux types d'utilisation. Il y a la procédurale, donc c'est celle où on dit écris-moi ce bout de code, écris-moi juste un mail qui dit coucou à mon patron. Donc du coup, pas forcément, comme tu dis, à donner un contexte tout ça. Et il y a une manière constructive, plutôt explique-moi ce concept-là pour que je puisse le comprendre et l'intégrer. Donc la question c'est, est-ce que vous avez envie d'être Inoxtag ou Inès pour l'esprit? J'ai des mèmes pour chaque référence de chaque génération. Mais du coup, c'est vraiment en fait globalement quel état d'esprit vous voulez avoir. J'ai fait sourire les accus, sachez-le. Ça, c'est pas commun. Désolé les accus, je vous ai affiché. Donc du coup, ces deux types d'utilisation, il y a le contexte. Et là, du coup, c'est l'exemple que je vais vous donner. Je suis un peu passionné d'aérospatial. Et à un moment donné, je me suis demandé comment faisaient les CubeSats pour dialoguer entre eux. Alors du coup, CubeSat, c'est des petits cubes de 10 cm par 10 cm qui sont envoyés dans l'espace. Et à un moment donné, ils doivent pouvoir avancer en cohorte. Et du coup, j'ai la chance, grâce à Polytechnique, d'avoir fait des cours de réseau. Et je me suis dit, comment on fait fonctionner un réseau en peer-to-peer de manière simulée avec en fait des CubeSats dans l'espace, sachant que comme ils sont dans l'espace, ils doivent pouvoir communiquer entre eux directement. Il n'y a pas de câble RJ45, on n'a pas forcément de Wi-Fi non plus dans l'espace. Donc, comment on fait pour communiquer tout ça? Et puis, on va éviter d'utiliser les réseaux télécom non plus, quoi. Donc du coup, moi j'ai demandé du coup à Gemini, j'ai utilisé Gemini, je lui ai dit voilà, moi j'ai une idée, je voudrais utiliser un algorithme qui s'appelle l'algorithme Gossip, donc c'est un algorithme de propagation d'informations sur un réseau, avec un système de heartbeat, donc en gros un battement de cœur qui permet de gérer une pulsation d'informations sur le réseau. Et j'aimerais que tu m'aides à visualiser ce truc-là, tout simplement via en fait de l'HTML, du CSS et du JS. Donc globalement, j'ai un main qui est en bas, le petit point jaune, je le fais bouger en fait avec mon clic sur la souris, et je voyais en fait la propagation avec les petites billes vertes qu'on peut voir là en haut, de l'information sur le réseau. En fait, la grille, elle bouge globalement. Donc si ça vous intéresse, je peux vous envoyer un lien pour que vous fassiez une news aussi. Et l'idée derrière, c'est que grâce à cette visualisation, je voyais les défauts de mon algorithme que je voulais mettre en place, et derrière, je dis, voilà, j'ai ce problème-là, je pense à telle résolution, et en plus, comme les LLM sont hyper flatteuses, c'est une observation très fine, je suis hyper flatté, je dis, waouh, j'ai une observation super fine, et du coup, derrière, il décide de m'expliquer le concept, pourquoi le bug, c'est l'écriture qui gagne, comment mettre en place tout ça. Et du coup, moi, je lui avais proposé une piste de solution. Et du coup, il m'en a proposé une autre. Il m'a expliqué pourquoi la sienne était meilleure que celle que j'avais proposée. Du coup, moi, là, je suis dans un mécanisme d'apprentissage. Je visualise ce que je voulais voir comme information. J'ai déjà fait des propositions.
Alors, je ne vais pas dire que je maîtrisais le sujet, mais je connaissais déjà un petit peu le sujet. En fait, je l'ai confronté et ça m'a aidé à prendre en compte plein de choses, quoi. Et du coup, c'est l'usage que je vous invite à faire, en fait. C'est-à-dire que demain, par rapport à l'usage de mail, plutôt que de lui balancer le contexte et lui demander d'écrire un destinataire, dis-moi, dans tel stéréotype de personne, comment je dois écrire une information, potentiellement. Et du coup, il vous donnera les bonnes manières de faire. Donc du coup, l'idée, c'est de passer de la partie gauche à la partie droite. Le rôle de l'IA, c'est plus une boîte noire, c'est un partenaire, c'est un échafaudage. Derrière le processus qu'on engage, c'est pas on décharge complètement notre cognition à l'IA, mais on s'en sert globalement pour gérer les tâches qu'on maîtrise nous déjà. Et plus on maîtrisera de tâches, plus on pourra décharger de tâches à l'IA. Résultat, on arrête d'être dépendant, on arrête d'être incompétent sans notre outil. Donc on a une certaine de souveraineté sur notre intelligence, ce qui est pas mal. Et on a une compétence qui devient accrue même sur l'outil. Et l'exemple, coller un script sans comprendre. Et derrière, on est capable de générer, d'analyser et de critiquer. Il y a un truc hyper violent par rapport à ça, c'est votre gain en légitimité. Quand vous êtes dans une réunion, le fait que quelqu'un dise « ChatGPT m'a dit » ou « Gemini m'a dit », ça équivaut pour moi à quelqu'un qui a dit « j'ai vu ça à la télé ». Voilà, les jeux vidéo sont violents, j'ai vu ça à la télé. Du coup, pour moi, c'est un no-go. La personne en face de moi n'est pas compétente, je suis même pas intéressé par ce qu'elle va dire. Et le fait que vous ayez cette cognition-là, ça vous fait gagner en légitimité de malade. Du coup, interrogez les LLM, questionnez-les, posez-vous des questions, servez-vous comme un apprentissage. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Ah oui, si, une petite anecdote. Du coup, c'était dans ton année. Du coup, coucou les élèves ICGL de cette année, si vous me regardez à distance. J'ai vu un élève, avec ChatGPT, copier en boucle l'erreur d'un script Python à ChatGPT. Capture d'écran, c'est-à-dire que même pas il s'est fiché à copier-coller le texte. Il a envoyé la capture d'écran. Après, ça fait pas beaucoup de différence, mais je trouvais ça dingue. Du coup, les accus, je suis désolé pour vous. et en mode, résous-moi mon problème. Genre baguette magique Harry Potter. Non, du coup, ça marche pas. Et plutôt que de réfléchir à donner des informations sur le contexte, tu vois, non, je copie-colle bêtement le truc, l'erreur. Il a passé globalement 1h30 là-dessus. Il a regardé pendant 1 heure le plafond, pendant une demi-heure son écran. Il a copié-collé au moins une dizaine de fois l'erreur. Et en fait, il s'est même pas aperçu que la solution que ChatGPT lui donnait, c'était dans un environnement Linux et qu'il était sur un environnement Windows. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis, la maîtrise de sa cognition d'abord, avant de déléguer des tâches qu'on ne maîtrise pas. Je suis désolé pour cet élève qui se reconnaîtra, peut-être. Je suis même pas sûr qu'il se reconnaisse. Bref, c'est très violent dans comment on remarque. S'il y a supprime la difficulté des générations, du coup, moi, en tant qu'enseignant, je dois changer ma manière d'évaluer. Mais ça, je le faisais déjà avant. Donc, du coup, maintenant, au lieu de demander à mes élèves de faire péter du code, je leur demande, critique-moi les solutions qui sont proposées. Et ça, globalement, ça change la manière que l'élève va apporter des sujets sur le tapis. Donc, désolé pour les accus, je pense qu'on a fini avec les moulinettes de code correctif automatique et qu'on va devoir avoir des calls, tout ça, non? Non? C'est déjà fait, ouais, on est d'accord. Hein. Oui, dos au mur, on n'a pas trop le choix, on est OK. Hein. Mais du coup, tant mieux. Et du coup, ça, c'est pour la partie pour les élèves. Enfin, demandez à vos profs de vous corriger en live, quoi. Parce que globalement, c'est pas intéressant de vous faire corriger par un truc inerte, quoi. Sinon, à la fin, on fait juste que les machines parlent entre elles. Et puis, c'est cool. Non, mais c'est vrai. C'est le rêve un peu de tout le monde, mais tout le monde va finir par... Enfin bref, j'ai peur de Skynet. Côté élève et aussi côté pour tous, demandez plus vraiment à implémenter quelque chose. Faites générer 3 versions de cette chose-là. Comme ça vous permet aussi d'avoir un regard critique sur les versions qui sont proposées. Vous pouvez aussi demander à identifier les failles qui sont potentiellement mises. Vous pouvez aussi demander à rédiger une synthèse critique. Et comme ça, vous regardez cette synthèse critique, puis ça vous donnerait comment la critique peut être formulée aussi, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise à l'idée de formuler un truc vraiment réfléchi, quoi, et organisé et ordonné. Utilisez aussi l'IA comme un partenaire socratique. Posez-lui des questions. Au lieu de lui dire « donne-moi la solution », soyez plutôt dans le mode « j'ai une erreur, pose-moi des questions pour m'aider à trouver moi-même la solution ». Alors le problème, c'est que quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est sur Windows, ça ne va pas avancer non plus, on est bien d'accord, il faut un minimum. Mais globalement, ça va vous aider à progresser et à apprendre. Parce que, mine de rien, ce petit temps que vous allez attendre la réponse de ChatGPT, quelqu'un qui maîtrisera son sujet, il ira plus vite pour donner des réponses, quoi. Il y a aussi 2 choses qu'on peut mettre en place. Ce que l'IA ne peut pas automatiser, c'est la négociation et la justification sociale. Et c'est pour ça que moi, mes soutenances se passent généralement de manière très catastrophique.
y a une soutenance qui s'appelle non, c'est comment je l'ai dit? Résister à la menace. C'est moi la menace. Et pendant la soutenance, je demande aux élèves de tout me justifier. Il faut qu'ils soient en mesure de tout comprendre. Alors, il y en a qui, ça se passe très bien, parce qu'ils savent pourquoi ils ont fait certains choix. Mais quand vous déléguez le choix et la justification à un outil tiers, bah, vous êtes complètement perdu, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, revue par les pairs, ça vous oblige à comprendre le code de quelqu'un d'autre. Ça, c'est bien aussi pour votre cognition. Et surtout, à vous aligner sur des standards de qualité qui sont peut-être pas les meilleurs, mais au moins qui sont universels dans une équipe. Pair programming vous force à coder à deux, ça vous force aussi à encoder et à parler à quelqu'un d'autre. Et en fait, la défense orale. Donc là, c'est ce que je fais moi pendant les soutenances. Et je peux vous dire, vous êtes bien préparé à la défense orale avec la plupart des profs que vous avez. Oui, tu confirmes. Oui. T'as le droit. Avec la vision de l'IA. Ah oui, non. Ah, non, parce qu'en fait, le slide d'avant, c'était en mode l'IA, on utilise l'IA pour ajouter de l'abstraction. Genre écrire du code, un peu comme à l'époque, écrire de l'assembleur c'est trop difficile, on passe par du C. Ouais. Bah là, c'est écrire du code pur, c'est trop difficile, on écrit l'algorithme et... Enfin non, là du coup, c'était même, on demande à l'IA de trouver un algo et nous générer des implémentations pour le truc. Et par contre, la review, et enfin là du coup, code review et pair programming, c'est plutôt un truc qu'on fait avec des humains réels, plutôt qu'utiliser de l'IA. Et moi, j'aurais dit plutôt le contraire. J'aurais dit que justement, tout ce qui va être relire le code et justement pas le générer, donc pas parler de la logique. C'est plutôt un truc que va faire l'IA, parce que je veux dire, on va lui demander absolument pas de générer de la logique, mais on va lui demander plutôt vas-y, est-ce que tu vois un truc qui est pas élégant dans mon code, ou est-ce que tu vois un truc où ça pourrait être refactorisé un peu, parce que je veux dire, typiquement avant l'IA, on utilise déjà des outils comme, je sais pas, JetBrains, etc., qui vont trouver des refactorisations parce qu'ils font du matching sur un AST. Bon, bah là, c'est pareil, sauf que l'IA, du coup, elle va scanner tout le code et avec un peu plus d'intelligence. Donc, j'aurais dit, moi, j'aurais plutôt vu les choses dans le sens inverse. En fait, ça me choque pas, mais je dirais que c'est complémentaire. En fait, moi, pourquoi je veux que vous fassiez de la revue entre pairs et du pair programming, c'est qu'à un moment donné, on parle du legacy. Et que, tu vois, un LLM, même si c'est un gros contexte et les gros textes vont grossir de plus en plus, il n'a pas forcément le contexte historique du vieux barbu, ça fait 10 ans qu'il est dans la boîte, tu vois. Et en fait, le fait de se forcer à faire du peer review, ça t'oblige à partager avec un collègue à toi. Je disais pas de remplacer le peer review par de l'IA, non, mais je disais juste... Du coup, oui, tu peux faire utiliser les outils pour la revue et le pair programming, ouais. Ça serait idiot de pas l'utiliser. Je veux dire, c'est intégré dans les éditeurs de code. Oui, je disais juste, je trouvais plus justifié d'utiliser dans ce cas-là plutôt que dans le cas de l'implémentation. Je suis OK avec toi. Je pense que ça dépend des usages et on est d'accord pour être d'accord. Donc moi, ça me va. Non, mais je suis complètement OK avec toi. Du coup, je reviens, c'est un peu la conclusion, mais c'est de transformer vos tâches. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tous très sensibilisés. Alors, j'ai cru comprendre que certains étudiants d'Agen qui seraient arrivés à la génération de la triche globale, du soutien assisté par ordinateur, ça soit compliqué, mais je pense que vous êtes sensibilisés, en tout cas pour votre avenir. C'est ce que j'ai essayé de faire moi ce soir, en tout cas. Plutôt d'écrire la fonction de tri, génère-moi le quicksort et compare-le à l'efficacité avec le merge. Corrige ce code, non. Pose-moi des questions pour m'aider à retrouver l'erreur, comme je l'ai dit. Écris le Dockerfile, non. Génère-moi des scripts pour AWS et Azure et justifie les compromis qu'on aurait entre les deux. Résume-moi l'APO, je t'explique l'APO et corrige-moi et évalue ma compréhension de l'APO. Oui. Du coup, j'ai une question puisque c'est le truc dont vous parliez qui est d'avoir du mal pour l'IA à faire des trucs comme des code-based legacy. Parce que souvent, un truc que l'IA a tendance à être extrêmement bonne à faire, c'est justement de rechercher et d'ingress des grandes quantités de code, de documentation sur des grands sujets qui, pour quelqu'un, pourrait mettre 10 ans à être le vieux barbu là-dessus. Alors, je te rejoins là-dessus. Je vais juste te donner une anecdote qu'on a vécue en cours sur un truc pas très legacy. En fait, l'idée, c'est qui est derrière et qui va poser la question. En fait, c'est vraiment qui va être derrière le clavier. Si c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet, qui aille poser la question pour aider à fixer du legacy, je pense que c'est un bon partenaire, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un débutant qui a envie de refactorer un truc qui fait 5000 lignes de code, pour moi, il y a des dangers. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est le petit truc qu'on a fait du Snake. Je leur avais donné un jeu de slides. Et dedans, j'avais glissé le nom d'un auteur. D'accord ? Il y en a pas mal qui l'ont donné ce document-là à ingérer, du coup, je ne sais plus à quel LLM. Et derrière, il a sorti la solution directement du dépôt GitHub du mec. Sauf que la solution du dépôt GitHub du mec plafonnait le score à 70 sur les, je crois, 300 ou 400 disponibles. Et ça, c'est complètement invisible pour l'élève qui a questionné. Il n'a pas vu, en fait, que j'avais un peu tweaké le truc pour que la LLM se plante. Et ça,
c'est un risque que vous pouvez avoir, vous. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu es débutant, tu connais pas forcément le projet, tu es confiant, tu donnes un contexte énorme, mais peut-être que tu as cette petite ligne, tu sais, ce vieux commentaire dans le code ou ce vieux code mort que la LLM va pas forcément intégrer dans son complexe comme étant exécuté, que lui, il va connaître. Tu vois, c'est pour ça que c'est un outil, mais qui l'a dans la main. C'est plutôt ça qu'il faut. Je suis pas vraiment en mode interdire complètement, je suis en mode bon usage et la bonne personne en face. C'est OK pour toi? Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est des outils qu'il faut utiliser, c'est sûr. Donc globalement, ma conclusion, c'est former des ingénieurs, pas des exécutants. Voilà, vous êtes à Epita, vous êtes là pour être ingénieur, vous allez avoir le même diplôme que moi. Normalement, vous allez faire briller sur votre étagère pendant 6 mois. Et du coup, l'objectif, c'est pas d'utiliser ça pour éviter de penser, mais plutôt en fait d'utiliser pour penser de manière critique. Donc, moi de mon côté, je pense que 20h00, et j'ai tenu dans les délais. Est-ce qu'il y a juste une ultime question où je libère la place à quelqu'un d'autre? C'est OK? Est-ce que ça vous a plu, même ceux qui sont arrivés en retard? C'était OK? Ça va? Vous avez appris des trucs? OK. Bah, je vous remercie. Gros poutou. Ouais, Hop. Alors, le problème, c'est que j'ai oublié quelle était la prochaine conf. C'est OPSEC? Je vais juste éteindre le micro le temps de le glisser.